tout le monde ne te connaît pas. Et non, et vous rattraperez le temps perdu avec cette émission en me découvrant. Je m'appelle Marc Gray et j'anime depuis 2011 des rendez-vous mensuels, enfin à peu près 11 fois par an, à Rouen, à l'Étrier, plus précisément à Sotteville-lès-Rouen, des dîners OVNI que j'appelle aussi les rendez-vous de l'éveil depuis 2015 exactement. Et j'expliquerai pourquoi. Où je réunis des passionnés du phénomène OVNI, de l'ufologie et de l'éveil maintenant, et donc on aborde tous les mois avec un conférencier en général. Je crois qu'il n'y a jamais une seule fois où on n'a pas eu de conférencier, d'invité ou d'intervenant, d'intervenante. Des thèmes très élargis concernant l'ufologie. Voilà, et ça peut aussi concerner la spiritualité, et puis les programmes spatiaux, ça peut concerner également l'éveil de soi, le développement personnel, et plein d'autres thèmes transversaux, mais en tout cas ils ont tous un rapport avec l'ufologie, ou en tout cas le contact avec d'autres civilisations. D'accord. Donc c'est ce que tu fais, toi? C'est ce que j'anime tous les mois. C'est une passion, un hobby, ce n'est pas du tout ma profession. Voilà. D'accord. Et comment en es-tu arrivé à l'ufologie, à t'intéresser à l'ufologie? Alors, c'est une sorte de réactivation qui m'est arrivée en 2011, parce que je m'intéressais à tous ces sujets quand j'étais petit et adolescent. Et après, j'ai un peu laissé ça de côté pendant une vingtaine, 25 ans. Et personnellement, cette sorte de réouverture de mes chakras sur l'ufologie s'est faite après un traumatisme physique, je dirais, parce que j'ai eu des gros problèmes au niveau articulation, au niveau des hanches en 2008-2009. Et c'est vrai que je pense que ça a été l'élément déclencheur qui m'a fait m'ouvrir sur d'autres choses, m'a ouvert d'autres portes que le pur monde physique et matériel. Donc je me suis réintéressé à ce moment-là à des sujets, je dirais, à la fois matériels, mais immatériels, plus philosophiques et également étranges et parallèles à notre monde tauliboulon de tous les jours. Même si l'ufologie de départ que j'ai abordée comprenait énormément de témoignages et de faits purement tauliboulon, et c'est là-dedans que les ufologues autour de moi ont voulu me cantonner, me réduire dans cette boîte à pensée très très limitée du tauliboulon, du pur factuel, des petites lumières dans le ciel, et en fait je me suis jamais cantonné à ça, puisque j'ai renoué avec mes sujets, mes passions quand j'étais adolescent. C'est-à-dire les bouquins sur l'archéologie interdite, sur les ovnis, sur les soucoupes volantes, les anciennes civilisations et autres, donc des sujets sur un petit peu notre histoire humaine et non humaine à la fois. Et as-tu été témoin, avez-vous vécu une expérience paranormale? Alors j'en ai vécu plusieurs, effectivement. Alors si je me dévoile aujourd'hui, je sais que je vais m'attirer quelques foudres de mes débunkers et détracteurs, mais c'est pas grave du tout. J'ai vécu une expérience de TCI une fois, c'est-à-dire c'est une voix venue de l'au-delà qui m'a parlé. Je vais pas raconter en détail. C'était le père d'un ami en fait qui était décédé depuis 1 an, et j'ai entendu sa voix. Et au moment où j'essaie de bouger pour en retourner à l'endroit où j'avais entendu la voix, j'ai eu des mains invisibles qui m'ont plaqué sur mon lit. Donc ça, c'était une expérience, je dirais, paranormale, puisqu'après, le lendemain, j'ai bien confirmé avec des détails, des choses qui sont restées, que ça m'est bien arrivé. Et d'autres fois, j'ai eu des expériences de rencontres rapprochées qui n'étaient absolument pas des rêves, contrairement à ce que certains veulent... Enfin, pour lesquels veulent les faire passer, puisque je distingue maintenant, je fais le distinguo entre une rencontre extradimensionnelle dans une période de phase de sommeil et un simple rêve. Je fais la différence. Donc c'était au début de l'ufologie, vers 2011-2012, où j'ai eu 3 rencontres différentes, je dirais, avec une fois avec des
des êtres de type insectoïde. Donc je raconterai pas ceci, mais c'était plutôt une sorte de rencontre menaçante où j'ai dû rester silencieux pour ne pas être vu en fait par ces êtres qui ressemblaient à des énormes insectes de 3 mètres de haut. Une autre fois, c'était dans un entrepôt avec des humanoïdes qui pour moi n'étaient pas humains, qui avaient des t-shirts de type armée américaine et une casquette de baseball, qui me faisait comprendre télépathiquement de ne pas trop en dire et que de toute façon j'étais bien moins puissant qu'eux et que je ne pouvais rien contre eux. Et en fait, voilà, depuis je n'arrête pas de faire parler les autres. Donc ça a eu l'effet inverse avec moi. Et puis une autre expérience où il n'y avait pas d'être du tout, mais où je me suis retrouvé, je pense, en dehors de cette prison mentale qui est la matrice et réalité virtuelle, holographique, où j'étais une espèce d'énergie, d'esprit, et je pouvais créer, et m'était donné la possibilité de créer tout ce que je voulais. C'était une sorte de peinture vivante, magnifique, avec plein de couleurs, et on me montrait que je pouvais créer des mondes, des choses. Donc voilà, c'est ça mes 3 expériences, je dirais paranormales, mais pour certains ça va être des fantasmes, mais ce n'est pas grave. Voilà. D'accord. Je rappelle que tu es diplômé d'un bac+5. Oui, maîtrise d'anglais, et je fais une école de commerce aussi à l'IDRAC Paris. D'accord, et tu as passé 14 années aux États-Unis. Voilà, dans un endroit très ensoleillé, en Floride. D'accord. Et donc tu es forcément parfaitement bilingue. C'est pas le cas de tous les Français qui ont passé 14 ans aux États-Unis, hein, ça mais moi, dans mon cas, oui. Donc, Et donc ça t'a beaucoup aidé pour tes conférences, pouvoir faire venir des personnes aux États-Unis. Ça a été le déclic pour traduire des interviews avec des intervenants étrangers. Donc j'ai reçu un peu tout le monde, un peu de tous les pays. L'Australie, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, le Pérou. Alors j'essaie de voir tous les autres pays d'où mes intervenants venaient. L'Argentine. J'ai interviewé aussi quelqu'un du Portugal. Pas dans les dîners ovnis, en dehors. Moi, j'ai pas vraiment fait le tour de la Terre encore, hein. Mais ça va pas tarder. D'accord. Donc en fait, tes dîners ovnis sont filmés. Ils sont filmés tous les mois. Toujours filmés, et tu fais un compte rendu également. Voilà. Donc filmés de façon amateur et pas professionnelle comme aujourd'hui. Hein. D'accord. Avec ma petite caméra 2 points et HD quand même. Et tu prends toujours soin de faire un compte rendu. Et oui, trop détaillé d'ailleurs pour certains. Pourquoi ? Parce que ça permet aux gens de lire et ne regardent pas la vidéo, donc ils loupent des choses. Ils ne regardent pas les vidéos des intervenants, et donc il y a beaucoup de choses à comprendre, en tout cas dans la gestuelle de l'intervenant, les réactions. Comme c'est filmé, il faut en profiter. Hein. Donc voilà, je vous encourage à la fois lire le compte-rendu très détaillé de chaque repas, mais également de voir les vidéos pour vraiment constater l'interaction avec l'intervenant et toute sa gestuelle et toutes ses réactions par rapport aux questions et autres. C'est beaucoup plus intéressant de regarder les vidéos, je pense. C'est comme il est plus intéressant d'aller voir une conférence en personne que de, je ne sais pas, l'écouter en voiture, en audio, quoi. Tu peux nous rappeler ton site ? Alors, freedomufo.com, alors freedom comme les frites de la liberté, là, Freedom Fries, freedomufo, UFOS, toutattaché.com. D'accord. Et j'ai vu qu'à partir du 35e dîner, tu as instauré un décompte de rendez-vous. Parce que en fait, il y a deux chiffrages. Mm-hmm. Pourquoi 2 chiffres ? Pourquoi tu as instauré un deuxième ? Parce que j'avais, à un moment donné, je me suis dit, il faut faire la transition, parce que je m'ouvre sur des sujets beaucoup plus élargis que la simple ufologie Tolly-Boulon à la GEPAN, hein, ce qui n'a jamais été mon cas d'ailleurs. Même le premier repas que j'avais fait, j'avais entamé sur le secret défense. Donc déjà, très délicat, très sensible, j'ai eu des retours des cercles ufologiques, en tout cas d'un ufologue ou deux, très très amers, parce que j'avais abordé le secret défense pour ma première intervention sur l'ufologie, et que ça dérangeait déjà. Donc c'est ça qui m'a poussé, en fait. C'était le moteur, ce dérangement que j'avais provoqué
chez les vieux ufologues. C'est ça qui m'a motivé à aller de l'avant et d'ouvrir des portes qui m'ont ouvert sur des chemins connectés à d'autres sujets existentiels que simplement l'ufologie. C'est pour ça que j'ai appelé ça les rendez-vous de l'éveil, puisque j'ouvrais d'autres portes. Donc j'ouvrais des portes sur l'éveil de conscience, qui inclut l'ufologie dedans. Voilà, pour moi, c'est un peu comme Nassim Haramein. Tout est connecté, est interconnecté, c'est pas des sujets cloisonnés dans lesquels on essaye de nous cantonner dans une petite boîte à pensée. Toi, t'es ufologue, t'es pas autre chose. D'ailleurs, je l'ai encore aujourd'hui, ces réactions-là. Ah oui, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, par exemple, ah oui, mais toi, t'es ufologue. Ça veut rien dire, ufologue. C'est une expression complètement galvaudée. D'accord. En tout cas, moi, je m'en plains pas. Je suis très heureuse que tu aies instauré ces décomptes de l'éveil, puisque ça a permis d'élargir le choix des thématiques de diverses personnes qui sont venues chez toi, donc Oui, Franck oui. Catem, Yvan Parier, Michel Walling, Olivier Maslow, David Bouquet, etc. Donc c'est extraordinaire. Et donc tous ces auteurs ont forcément apporté une dimension spirituelle au sein de tes dîners. Et ils ont reconnu l'importance dans notre cheminement de conscience de la reconnaissance d'autres civilisations qui nous ont visités, qui sont parmi nous, qui sont dans notre ADN ou qui nous visitent. C'est déjà un acquis pour eux. Et ça, c'est important d'avoir cette ouverture de conscience que la plupart des pseudo-chercheurs de vérité ou spiritualistes n'ont pas. Beaucoup se disent non, mais on n'a aucune preuve de ceci, de cela. Si, on n'a que ça, des preuves. Il y en a dans tout. Dans notre histoire qui est totalement mensongère, l'histoire officielle que vous apprenez à l'école, elle vous apprend des croyances. C'est tout simplement ça. C'est un conditionnement. Alors que les traces archéologiques, anthropologiques et historiques, dans les écrits anciens, dans les anciens écrits religieux, les traces dans les civilisations premières, les peuples premiers, on voit des traces de visiteurs partout. Donc, il y a un moment, il faut cesser de nier et de jouer l'ouverture de conscience. Donc, toutes ces personnes que tu viens de citer et d'autres ont reconnu l'importance de ce sujet exobiologique, exogénèse et exocivilisation. Donc, c'est important, c'est en nous. On ne peut pas comprendre notre histoire, notre passé, et avancer vers un futur plus ouvert au niveau conscience si on n'a pas assimilé la présence des exocivilisations et d'une influence exogène sur notre espèce humaine. Donc c'est très important. Voilà. D'accord. Tu as aussi reçu Paul Pensot, hein, Oui. qui ne cesse de marteler qu'on est gouverné par des reptiliens, etc. Cependant, tu as reçu également Andrew Johnson, qui réfute certaines théories. Il va jusqu'à sous-entendre que certains lanceurs d'alerte sont des gardiens du secret. Absolument. Absolument. Et tu as Ananda Bosman aussi, qui le soutient également, qui le dit aussi. Hein. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Ananda Bosman ? Alors, Ananda Bosman, qui a battu mon record au niveau traduction je suis allé au bout, je crois, de ma patience, puisqu'il parlait très très vite en anglais et n'attendait pas que je finisse de prendre des notes pour tout traduire. Donc, effectivement, après, sur YouTube, j'ai vu des commentaires. Quand on ne connaît pas l'anglais, il ne faut pas traduire des interviews en anglais. Bon, ce qui m'a fait sourire quand même, puisque j'essaie de faire de mon mieux pour garder le rythme. Et donc, ce qui a engrangé 4 semaines de compte rendu, il y a à peu près 15 pages ou 16 pages, parce que j'ai eu le malheur de lui envoyer mon compte rendu, et il en a rajouté 10 pages, j'ai recorrigé, etc. Donc, il est un peu extrême dans son fonctionnement. Donc, Ananda Bosman développe des théories très intéressantes également, mais c'est aussi lui qui, tout récemment, avant les élections américaines, nous a envoyé à sa liste d'amis toute une plaidoirie pour soutenir notre cher canard américain, Donald Trump, comme le nouveau messie sponsorisé par des extraterrestres bienveillants. Ce que je vois circuler sur la toile depuis des mois, depuis avant les élections américaines, et qui sont pour la plupart des propos que Trump lui-même n'a pas tenus. Donc, là, si tu veux que je balance là-dessus, je peux commencer là-dessus. N'a jamais tenu, qui viennent de sites ou de journaux satiriques
d'ailleurs, parce qu'on peut aussi retrouver les sources. Et donc, tous ces gens qui sont prêts à s'accrocher à n'importe quel nouvel espoir de faux contre-pouvoirs ou de vrais contre-pouvoirs pour d'autres qui ne sont pas connus, hein, qui ne sont pas arrivés dans les spotlights, qui ne vont pas devenir président ni d'une multinationale ni d'un pays comme les États-Unis. Tout ceci est un vrai cirque théâtral, en fait. Donc, ce qui me porte à croire que notre chère Ananda est un petit peu des petits soucis de discernement par rapport à ses contacts. En tout cas, les contacts extraterrestres dont il reçoit des messages. S'il croit tout ce qu'il m'a envoyé, j'ai des soucis sur son discernement, en tout cas. Quant à Andrew Johnson, lui, par contre, tous les gardiens de la matrice, qui seraient d'ailleurs, il a cité les astronautes des missions Apollo, hein, qui sont tous des gardiens de la matrice, ça je suis à 100% d'accord avec lui, ayant moi-même interviewé Edgar Mitchell, et ayant par la suite appris, non pas seulement par Andrew Johnson, mais par d'autres, que c'était quelqu'un évidemment d'ouvert sur la question extraterrestre, ce qui ne veut rien dire. On peut être très très bien ouvert sur la question extraterrestre et toute sa vie essayer de divulguer une réalité qui est un secret de polichinelle, hein, pour beaucoup de monde, et travailler pour le système également et faire partie des gardiens de la matrice. Donc très maqué avec la CIA, la NASA et des instituts qui prétendaient développer l'énergie du point zéro et qui en fait n'en ont rien fait. C'est pour mieux la canaliser. Il a cité Stephen Greer également, hein, Andrew Johnson. Stephen Greer est... bon, on n'est pas en direct, mais tu ne couperas pas au montage non plus. Est un escroc, je n'ai pas peur de le dire, récupéré par les services de renseignement américains. Un escroc qui prône que tous les extraterrestres sont gentils et que toutes les abductions viennent des militaires américains. En fait, il y a des gentils extraterrestres aussi, il y en a des moins gentils, et chez les militaires, en général, sont pour la plupart pas très gentils. Bon, ça c'est mes raccourcis à moi, hein, mais c'est mes observations par rapport à toutes les interviews que j'ai pu faire. Et donc Stephen Greer, lui, a monté 2 projets sur les énergies libres, pour lesquels il a reçu plein de fonds, hein, je pense que ça se monte à plusieurs millions, le Six Powers et le Aero 2012, et les 2 projets, avec quelques années d'écart, étaient exactement les mêmes, mais il n'a jamais expliqué pourquoi le premier, qu'est-ce qui est arrivé au premier. C'est-à-dire c'était un copier-coller du premier en 2012, de celui de 2007. Donc c'est un escroc. Voilà. Mais l'escroc raconte des fois des choses intéressantes. C'est-à-dire que dans la désinformation, qu'ils sont missionnés de divulguer au grand public, il y a de l'information. Donc il faut savoir discerner, essayer de capter quelle est la part de vérité dedans. Mais moi je préfère essayer de déchiffrer de la désinformation que de ne rien déchiffrer du tout. C'est-à-dire que du folocto les boulons, rien ne passe, circuler, il n'y a rien à voir, il y a des lanternes thaïlandaises partout, les ovnis n'existent pas, il n'y a pas d'intelligence qui les pilote, les centrales nucléaires sont survolées par des drones de Schtroumpf, et en fait on n'apprend rien avec le pur taux les boulons. Donc il faut faire la part des choses, c'est-à-dire qu'il y a des lanceurs d'alerte, il y a des faux contre-pouvoirs, il y a de la fausse information enrobée, enrobant de la vraie information pour intéresser les gens. Mais en tout cas, chaque personne qui divulgue et qui est apparentée au gouvernement, ou un gouvernement quelconque, ou un service de renseignement, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. En tout cas, c'est mes conseils. Donc, évidemment, chaque lanceur de vérité, chercheur de vérité, a ses angles morts. Il a ses angles morts, c'est-à-dire que, par exemple, Andrew Johnson, lui, ne croit pas aux chemtrails. Parce que lui, il dit, oui, au début, je militais... j'ai même appuyé un rapport au gouvernement britannique pour dénoncer les chemtrails, etc. Mais après, j'ai fait mes expériences. Pendant plusieurs semaines, j'ai calculé le niveau, le niveau atmosphérique, l'altitude des avions. C'est simplement notre atmosphère qui est en train de changer. Pour lui, c'est ça. Alors que je le confronte, par exemple, c'est en privé, hein, ça, avec des résultats d'analyse. Non, c'est impossible de prendre des résultats d'analyse si haut, etc. Mais non, les gens, ils envoient un ballon sonde, ils ramènent des échantillons, ils le font analyser. Et puis il y a plein d'analyses qui ont été faites par le laboratoire Analytica, d'ailleurs, récemment. Même à l'intérieur des avions, hein, il y a des aérosols qui sont maintenant aspergés sur les passagers. Donc voilà, pas seulement à l'extérieur. Donc il y a eu plein d'analyses, il y a eu des brevets sur l'ingénierie, la géo-ingénierie, hein, sur la modification du climat, sur les aérosols. Il y a même des lois qui autorisent aux États-Unis
de pulvériser sur les populations. Et il y a même le gouvernement britannique qui a aussi déclassifié, avoué avoir fait des expériences de pulvérisation sur ces populations. Donc, il y a un moment donné, témoignages de pilotes, d'ingénieurs, etc. Trop, c'est trop. Il y a trop de preuves. Du contraire, il suffit de lever les yeux. C'est pas simplement un changement atmosphérique. Les avions volent toujours à la même altitude. Et avant, ils ne crachaient pas ces produits chimiques dans les années 80-90. Donc voilà, chaque chercheur de vérité a ses angles morts. Est-ce que c'est du contrôle mental? Est-ce que c'est délibéré pour occulter certaines réalités? Je ne sais pas. En tout cas, il faut faire la part des choses. Il faut prendre chaque intervenant avec des pincettes, prendre ce qui vous semble résonner avec vous, avec votre personne, votre esprit, votre conscience, le prendre, l'assimiler et laisser de côté ce qui ne vous semble pas approprié ou correct. Voilà, c'est mon résumé, un peu trop longuet, mais je suis désolé. je suis allé un peu trop en détail, mais c'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Et dans tout ça, où est l'aspect métaphysique, spirituel, hein? Développer comment est-ce l'ouverture de conscience, oui. c'est un grand pas vers le recul sur sa propre réalité physique. On est dans la métaphysique. Par rapport à tous ces intervenants que tu as cités, on a pris du recul sur notre réalité existentielle de tous les jours. On a sorti la tête du guidon et on s'est posé les bonnes questions sur d'où vient-on, qu'est-ce qu'on fait là, où va-t-on, qu'est-ce qu'on est. On est une conscience incarnée dans une enveloppe physique. Déjà, c'est faire un grand pas vers la métaphysique, de considérer ces faits-là. Parce qu'il y a des gens qui viennent à mes repas qui, au début, avant que ça devienne les rendez-vous de l'éveil, ne pouvaient pas concevoir une seule seconde qu'on était autre chose qu'un simple bout de viande sur pattes. Et oui, ils étaient simplement dans l'observation de, voilà, il y a une lumière là, il y a un objet là, c'est tout ce qui m'intéresse. Et une bonne moitié de ce public-là, qui est le noyau dur du début, a basculé donc du côté plus métaphysique, puisqu'ils commencent à comprendre et acceptent qu'ils ne sont pas un morceau de viande, mais une conscience qui s'incarne dans un corps physique, dans une enveloppe physique. Donc c'est quand même, je pense, un énorme progrès. Et il y en a même qui m'ont remercié d'avoir invité tous ces gens ouverts d'esprit pour leur ouvrir justement l'esprit. Donc je pense que c'est un grand pas positif. Non seulement pour mon public qui vient à Rouen, ceux qui vont regarder les repas en ligne, et puis des fois je reçois des emails pour me féliciter. Je ne reçois pas que des emails d'insultes et de détracteurs et de débunkers que je ne vais pas citer, il y en a un paquet, surtout en ufologie. Il y a des gens, même, alors je veux dire ça pour la première fois, parce que je l'ai dit il y a 3 semaines à une amie hypnothérapeute, elle m'a dit, mais c'est formidable, il y a 3 personnes qui m'ont écrit et qui m'ont dit que grâce à mes dîners qu'ils avaient regardés en ligne, ils pensaient au suicide et ils ont en fait refusé de se suicider par rapport à ce qu'ils ont appris dans ces dîners. Donc moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur et ça m'a boosté. Donc j'ai évité 3 suicides en fin 2016, j'en suis fier. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc tu parlais de métaphysique, mais là c'est du concret, quoi. D'accord. Tu as participé à un documentaire intitulé Sur les traces des gardiens de la matrice avec Michel Rousseau, qui fait suite à son film Les gardiens de la matrice. Où vous sillonnez les lieux énergétiques de Carpentras jusqu'au tunnel du plateau d'Albion. Et donc ma question c'est, y aura-t-il une suite à ce documentaire ou à ce film? Alors, on y pense, et Michel Rousseau y pense tous les jours. Le gros problème, c'est l'éloignement. Il est dans le Vaucluse, moi je suis en Normandie. Après, c'est encore une question de moyens physiques et financiers et économiques. Il est possible qu'on fasse une suite. Alors, sur les traces des gardiens de la matrice, ça a commencé comment? J'ai eu la petite idée, puisque je descendais dans le sud, de faire une conférence pour quelqu'un que je ne citerai pas ici. Et au retour, j'ai passé quelques jours chez Michel Rousseau, donc, et j'avais comme idée de faire une espèce de making-of, tu sais, sur les lieux du tournage, etc. Ça s'est transformé en documentaire quand même très sensible sur le plateau d'Albion, parce qu'on a eu, et le hasard n'existe pas, le hasard n'est que la somme de nos ignorances, on a eu des témoignages d'anciens militaires
dont l'un qui était haut placé, là, qui avait la classification secret cosmique de l'OTAN, hein, quand même. Et puis un ancien ami, un ami à moi, ukrainien, qui était dans ma région avant, qui a déménagé en Auvergne, qui était stationné 5 ans comme légionnaire là-bas. Et également un autre qui était maître chien. Donc on a des témoignages de première main. Et tout ça, c'est imbriqué dans une sorte de spirale qui, au début, ça devait être un making-of, on devait aller sur les lieux du tournage, et après, ça s'est transformé en documentaire sur Albion, et sur ce qui se passe vraiment dans cette base, et des choses vraiment extraordinaires. Donc, c'est des témoignages de première main, c'est des témoignages qui, pour certains qui suivent l'ufologie, sont déjà présents en ligne depuis les années 80-90. Jimmy Guilleux en parlait dans ses livres à l'époque, certains ont fait des conférences dessus, etc. Mais là, on a rajouté aussi une touche du réalisateur Michel Rousseau. Et pour la suite, si on continue sur cette ligne-là, sur Albion, il faut qu'on collecte d'autres témoignages, mais qui seront encore plus sensibles. Donc c'est un peu la surenchère aux témoignages, avec une valeur ajoutée qui devra être plus forte, en tout cas, que celle qu'on a mis dans ce premier documentaire. C'était un galop d'essai qui, moi, j'en suis très satisfait, en tout cas. Et Michel également. Et il y a eu pas mal de gens qui ont suivi le documentaire. Donc, mais on a abordé des choses très éclectiques, mais pour vous montrer que tout est connecté par rapport à la source miraculeuse où on est allé au début. C'est un fil conducteur, l'eau. L'eau qu'on va reprendre bientôt, d'ailleurs, avec mon intervenant du mois de mars, dont je parlerai tout à l'heure, qui a écrit un livre sur les pyramides et le rôle de l'eau dans les pyramides. D'accord. Est-ce qu'on verra Michel Rousseau un jour au dîner OVNI ? Il faudra qu'il se déplace du Vaucluse, et lui c'est pareil, c'est pas son travail, il fait des voix off pour les documentaires, les vidéos d'entreprise, etc. Donc ça c'est son travail de tous les jours, donc il a quand même une petite famille à nourrir et 2 enfants. Et si je le convainc de monter en Normandie, pourquoi pas. Mais lui ne se positionne pas comme un intervenant tel qu'on peut l'entendre nous. Nous, on reçoit des conférenciers quasi professionnels, et d'autres qui sont vraiment professionnels, et qui ont écrit des livres, etc. Lui, il a son premier documentaire, et il vient de se lancer dedans, donc il ne se sent pas tout à fait confortable, à l'aise, pour faire des interventions de 3 heures sur des thèmes spécifiques. Mais bon, ça va venir, je le pousse. Quand il sera à son 2e ou 3e documentaire, il pourrait venir nous en parler, mais il peut venir nous en parler maintenant. D'accord. Tu as fait une interview avec 3 praticiennes de l'hypnose, de guérison quantique, issue de la méthode de Dolores, où on te voit en état de conscience modifié par Pamela Ranger-Konder. Oui. Je crois savoir aussi que tu avais précédemment déjà fait une séance de régression avec Rachel Fortin. Et donc, d'ailleurs, j'en ai fait beaucoup plus que ça. Ça, c'est celles qui sont... Alors, j'en ai fait 2 avec Rachel, j'en ai fait 1 avec Brenda, et j'en ai fait 2-3 avec Pamela, déjà, et je crois que je vais en faire encore une demain. Donc, t'as le scoop. Il y a toujours un but précis, d'ailleurs, pour ces séances. La méthode de Dolores Cannon, c'est-à-dire que la méthode toute seule, elle est très intéressante, mais ce qui est bien avec Pamela, c'est qu'elle est ouverte à d'autres choses qu'elle peut greffer dessus. Rachel a appris avec différentes méthodes, dont le QHHT et d'autres, mais elle a aussi suivi Calogero Grifasi, qui déparasite un petit peu les gens, même complètement, les gens qui sont parasités et autres. Et dans le QHHT, on vient avec son questionnaire, et l'hypnothérapeute pose les questions qu'elle aura revues avec toi pendant 1 heure ou 2 avant la séance, pour en discuter, etc. Elle te les pose pendant ta séance. Et sur le papier, alors théoriquement, elle les pose à ton subconscient qui lui-même est relié à la source. Donc normalement, tu dois avoir des réponses directement de la source. Mais on n'est jamais certain qu'effectivement, il n'y a aucune interférence entre toi, ton mental, parce que tu es dans un état de semi-conscience. Tu n'es pas complètement dans les vapes.
sinon tu peux plus parler. Ça peut arriver. Je suis resté 10 minutes à ronfler, par exemple, une fois. Donc, de la patience, il en faut pour l'hypnothérapeute, mais c'est vrai que l'hypnothérapeute elle-même est en transe avec le client, parce qu'elle ressent les mêmes choses. C'est-à-dire que j'ai eu un boost d'énergie à la fin de cette séance avec Pamela, je l'ai senti dans mes pieds monter, elle l'a ressenti elle-même à côté sur la chaise. Donc il y a une sorte de connexion subconsciente, en tout cas qui a des effets secondaires, même physiques, hein, du thérapeute avec son client. Il y a vraiment une transe, une interconnexion de transe. Elle a senti aussi des entités dans la salle, etc. Donc tu as vu, dans ma séance, j'ai pris que 20 minutes sur les 2 heures, mais j'ai beaucoup voyagé. Hein. Je ne sais pas si j'étais à La Réunion, mais j'ai vu une île volcanique avec des mégalithes, des géants, et puis j'ai vu plein de choses. Moi qui ne vois pas grand-chose d'habitude, là c'était assez fort. J'ai du mal à visualiser, si tu veux. Donc en somme, la méthode de Rachel et de cette méthode est il y a beaucoup de similarités. Rachel est plus focalisée sur le déparasitisme, c'est-à-dire enlever ses implants. Elle fait venir le responsable qui a implanté le client. Alors que ce soit à un niveau physique ou éthérique, ça revient au même, puisque c'est le résultat qui compte. Après, les clients, on n'appelle pas ça des patients, les clients ressentent un soulagement, un mieux-être, un bien-être qu'ils n'avaient pas avant. Donc ça peut concerner des addictions, ça peut concerner des phobies, ça peut concerner un parasitisme d'entité. Voilà, c'est elle qui est venue me trouver au départ parce qu'elle ne croyait pas à ce que ses clients lui disaient. Ses clients lui disaient, elle connaissait absolument rien à l'ufologie. Elle m'a téléphoné parce qu'elle a cherché l'ufologie sur Internet, elle m'a trouvé moi. Apparemment, j'étais le plus ouvert d'esprit des ufologues français qu'elle a pu voir sur Google, ce qui n'est pas tellement étonnant vu le niveau auquel on est. Et donc, elle m'a questionné sur les êtres que décrivaient ces clients qui ne se connaissaient pas entre eux. Hein, chaque client décrivait des êtres qui lui rendaient visite, etc. Donc là, elle a découvert un peu l'ufologie, les différents êtres dont parlent les contactés, les abductés, etc. Donc je pars du principe qu'il n'y a pas de fumée sans feu, que ce soit dans cette réalité dense, matérielle, que ce soit dans la réalité parallèle. C'est une question de fréquence. Pour moi, tout existe. Tout est question de fréquence. Hein. C'est comme le disait mon dernier intervenant, Gérard Deforge, c'est simplement on est sur une radio où on change de fréquence et certains contactés sont branchés ou en tout cas sont tirés vers une autre fréquence qui leur permet de voir ces êtres, ou en tout cas à ces êtres-là de se matérialiser momentanément, temporairement dans cette réalité-ci. Donc voilà, on a fait le tour à peu près de l'hypnothérapie. Non. Mais ça sert au bien-être des personnes. L'hypnothérapie, c'est pas uniquement pour faire du tourisme. Je tiens à le signaler. Parce qu'il y en a qui veulent faire simplement du tourisme. C'est très bien, mais pourquoi ils veulent le faire ? C'est vraiment l'objectif, le but final qui est intéressant dans l'hypnothérapie, dans l'hypnose. Et toi qui l'as fait, donc ça t'a beaucoup apporté, ça t'a éveillé, tu en sais davantage. Oui, ça m'a donné, ça m'a tu es convaincu de ce que tu te souviens de tout ce que tu disais Presque, pas tout à fait non, peut-être 50%, 60%, ça dépend des séances en fait. Si on se réécoute après, il y a des choses dont on ne se souvient pas avoir dites en tout cas. Donc non, pas tout à fait, mais en général, oui, on se souvient de 70 à 80%, mais ça dépend de la personne. Et dans quel état de semi-conscience elle est. Donc, on ne peut pas généraliser sur tout le monde. Chacun réagit différemment. Il y a des personnes qui visualisent énormément de choses, d'autres moins. D'autres, c'est dans le subconscient. On reçoit des messages, des phrases qui viennent d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est très différent selon la personne. Tes idées et ton constat sur l'état du monde n'évoluent-ils pas au gré de tes convives ? Oui, bien sûr, puisque chacun apporte sa pierre à l'édifice d'éveil et de vérité et de contre-vérité et aussi de perception. Chacun a sa perception du monde et justement ça m'aide à affiner la mienne, forcément qu'à chaque fois ça s'ouvre. Hein, quand on a un Franck Hatem qui vient nous parler d'amour et de répulsion et
de la métaphysique. Et après, on a aussi Olivier Maslow qui nous parle de transurfing et prendre ce recul sur cette réalité et nous parler d'égrégore et comment imprimer sa réalité de façon ponctuelle. Lui-même, ça l'a aidé à se guérir d'une leucémie quand même. Donc il y a des effets concrets physiques. Chacun apporte sa théorie, mais aussi des résultats dans sa vie personnelle. Donc moi, je pense que dans ma vie personnelle, ça m'a énormément enrichi, en tout cas mon esprit. Matériellement, pas du tout, mais spirituellement et psychiquement, je pense que oui, ça m'a beaucoup apporté au niveau ouverture de conscience, même si j'étais déjà ouvert avant, ça m'ouvre de plus en plus. Là, je vais avoir du mal à refermer la boîte d'ailleurs. D'accord. Bah, aujourd'hui, tu arrives au 57e dîner OVNI et 23e rendez-vous de l'éveil avec David Bouquet, qui se tiendra le 18 février 2017. Donc, peux-tu nous dire qui sont les prochains intervenants au dîner OVNI de cette année, 2017 ? Alors, tu veux tout savoir à l'avance? As-tu des rendez-vous pris déjà? Alors, il y avait des rendez-vous de pris, il y a eu un report, et donc quelqu'un qui devait passer au mois de mai, qui va passer au mois de mars. Alors, les dates, je les avais quelque part, mais je ne les ai plus. 18 mars, je crois. Donc, c'est Jérôme Maury qui a écrit un livre sur la Grande Pyramide, sur l'usage de l'eau, par rapport à la programmation de l'eau dans la Grande Pyramide pour la guérison, le traitement de plein de choses avec l'eau. Et il va nous apporter même une pyramide sur place qu'il a construite. C'est qu'il a testé, il a positionné de l'eau à l'intérieur et il a donné à boire à des membres de sa famille qui ont vu leur pathologie disparaître. Donc on va parler de guérison, de pyramide, du rôle de l'eau, en tout cas. On va parler de ça avec Jérôme Maury au mois de mars. Au mois d'avril, on aura le grand retour de notre ami wallon, Alexis Lambin, en direct de la banlieue de Bruxelles, nous reviendra à Rouen. L'année dernière, il nous avait parlé des orbes. Cette fois, ce sera une surprise. Il va nous parler d'autre chose. Et d'ailleurs, je supplie YouTube de remettre le son sur sa vidéo de l'année dernière parce qu'ils m'ont complètement coupé le son à cause d'un petit morceau pendant sa présentation pour droit d'auteur. J'essaie de le supprimer, je n'y arrive pas, donc il faut qu'on refasse toute la réédition de la vidéo à cause d'une petite minute de son d'une musique de film de Matrix qu'il avait mis dans son PowerPoint. Donc voilà, un petit pied de nez à YouTube en passant. Et me supprimez pas mon compte. Et au mois de mai, donc avril-mai, eh bien maintenant c'est ouvert, c'est tout rose. Mais normalement c'était Jérôme qui devait passer là, et c'est Rock qui s'est désisté pour le mois de mars. Donc j'essaye de faire passer Rock au mois de mai, Rock Soccer du magazine Top Secret. Soit à distance, soit sur place, parce que on est en train d'essayer de le convaincre de venir sur place à Rouen. Et au mois de juin, le 17 juin, ça sera le grand retour d'Alan Duc du Luxembourg. D'accord. Voilà, pour l'instant, c'est le programme des 4 mois à venir. En fait, je vois que Alan Duc, il est venu en 2016. David Bouquet est venu en 2016 aussi. Voilà. Donc, à quand le retour de Franck Hatem en 2017 ? Bah, écoute, la politique, elle marche, on prend les mêmes et on recommence. Enfin, elle marche moins bien. Mais je pense que dans l'éveil, oui, on va prendre les bonnes personnes pour aller plus loin, oui. Il faudra poser la question à Franck. Est-ce qu'il est libre au mois de septembre ou octobre, par exemple ? D'accord. D'accord. Es-tu sur d'autres projets ? Comment ? As-tu d'autres projets sur d'autres projets ? Oh là là, oui, il y a plein de trucs. Bah, il y a là, effectivement, une émission mensuelle sur la prochaine chaîne TV de Franck Hatem, justement, qui traitera d'ufologie tous les mois. Il y a toutes mes interviews tous les mois sur le projet Kaamelott, donc, qui a du mal à survivre, cette chaîne montée par Kerry Cassidy, donc ce sont des interviews en anglais, mais j'interviewe des gens très intéressants. J'ai eu Brian Forster récemment sur l'archéologie interdite, les crânes allongés, les pyramides, et les anciennes technologies des anciens, le déluge, il y a 12 000, 13 000 ans. On a parlé vraiment de beaucoup de choses. J'avais eu Eileen Hall juste avant, le mois d'avant, qui était
la fille de l'explorateur Stanley Hall, qui était très connu, qui nous a quittés. Et j'ai aussi mes invitations chez Miasme, pratiquement une fois ou deux par mois, puisque j'ai beaucoup d'actualités. Et puis l'écriture, projet d'écriture que je n'arrive toujours pas à faire avancer parce que j'ai trop de choses à faire en dehors. Donc voilà. Et d'autres projets que je ne peux pas encore révéler pour l'instant, mais les projets aussi du fameux jeu de la Matrice, le jeu de société qui est aussi un jeu de développement personnel qu'on doit terminer et produire et lancer un crowdfunding avec Antoine, parce que c'est un jeu, je pense, puisqu'on est dans un jeu, un vrai jeu virtuel, mais qui implique nos vies terrestres. Il est très bien de lancer un jeu ludique qui permet de comprendre les mécanismes de la matrice et d'offrir des solutions sur différents plans. Bon, ce jeu-là, vous pouvez le voir sur mon onglet projet en cours. Hein. Ça fait 1 an, mais en tout cas, Antoine et moi, on le promet pour ce Noël-là, 2017, il sera disponible avec le millésime de l'année, des cartes événements de l'année 2016. Voilà. D'accord. Et avant de te donner la parole de la fin, oui. Juste une dernière question. Quel est le livre de l'éveil pour toi? Alors, il n'y a pas un livre, il y a plein de livres intéressants. Alors, moi, le premier livre qui m'avait interpellé, c'était un roman. C'était La nuit des temps de René Barjavel, où on voyait effectivement une expédition qui retire de la glace un couple congelé, qui raconte en fait leur vie dans une époque passée, une civilisation antédiluvienne, et ça m'avait passionné ce roman. Après, je dirais les œuvres de Robert Charroux. Je citerai L'histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans, encore une fois, sur nos origines et l'archéologie interdite. Donc l'histoire qui est écrite dans nos livres d'histoire officiels ne m'intéresse pas trop, même si j'ai dû l'apprendre à l'école. Et il y a aussi Maurice Chatelain, un livre... Aujourd'hui, j'aurais pu le citer parce que c'est quelqu'un qui a travaillé pour la NASA et je considère la NASA comme une énorme agence d'escroquerie intellectuelle. Mais à l'époque, c'est vrai que ce livre, Nos ancêtres venus du cosmos, de Maurice Chatelain, a eu un impact, je pense, sur les lecteurs, pour nous montrer déjà dans les années 80-90 qu'on avait énormément de traces de nos origines, en tout cas extraterrestres ou exogènes, en tout cas d'une influence extérieure à celle de la Terre, dans la création de l'espèce humaine sur cette planète. Donc tout ça, il y a quand même un fil conducteur, hein. C'est mon intérêt pour notre jeunesse, notre histoire, d'où l'on vient, pour savoir où on va. Hein. On peut le résumer à ça. Et évidemment, il y a les 5 clés de Franck Hatem, qui m'a fait connaître Franck Hatem. Et donc, je suis redevable à la résistance humanitaire, parce que je pense qu'on est tous dans un projet de résistance à un niveau individuel et collectif, et qu'il est temps de reprendre notre souveraineté par rapport à nos faux maîtres qui nous imposent une réalité qui n'est qu'un chantage mafieux, si on veut le résumer ainsi. Voilà. D'accord. As-tu autre chose à ajouter pour finir? Non, pas du tout. Pas du tout, Swan. Un grand merci. Hein. Merci à toi, Greg. La prochaine fois, c'est toi qui seras à ma place. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.